Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Féminoscope. C'est Julie Boucher, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour rester à notre écoute pendant l'heure qui vient. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet difficile. Savez-vous qu'en France, alors que nous sommes dans un pays civilisé, tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son compagnon ou de son mari. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cette violence qui s'installe parfois au sein d'un couple. Remarques acerbes et méchantes, gestes violents, qu'est-ce qui fait que l'amour tourne à la haine? Et pourquoi la femme ne parvient pas à sortir de ce cercle où elle y parvient difficilement? Pour évoquer ce sujet avec nous, Nathalie Cougny est dans notre studio. Bonjour. Bonjour Julie. Alors vous avez écrit Secret de femme qui est publié aux éditions Au Pays Rêvé. C'est un recueil de textes dans lequel vous avez donné la parole à Aurore, par exemple, qui a découvert que son mari menait une double vie. À Nour, qui a reçu sa première gifle 1 semaine après son mariage. Mais il y a aussi Agathe et Valérie qui a subi viol et coups. Ensemble, on va parler de ces différentes situations et des moyens qui sont mis en place pour aider les victimes. Et bien sûr, on parlera de vous, de votre parcours. Et oui, maintenant, depuis quelques temps, vous êtes aussi peintre et vous êtes même côté Adrou. On en parlera, vous nous raconterez tout ça. C'est épatant, c'est étonnant. Le sujet, c'est vrai, il n'est pas facile, mais il mérite toute notre attention. Alors, restez bien à l'écoute. Mais dans un premier temps, je vous propose de faire un tour des nouvelles concernant les femmes, ce qu'il ne fallait pas manquer ces derniers jours. C'est avec Julie et Romane qui sont à mes côtés. Et on commence par exemple par la pauvreté qui continue d'augmenter en France et les femmes sont parmi les premières touchées, Romane. Et oui, ce n'est pas un secret, la pauvreté continue d'augmenter. Selon une étude du Secours populaire, 41% des Français disent avoir vécu une situation de précarité, un chiffre affolant, 4% de plus par rapport à l'année dernière. Et dans cette étude, ce sont les femmes qui sont montrées comme le plus sensibles. Elles représentent 56% de cette population. Pour lutter contre ça, près de la moitié des personnes interrogées montrent que la lutte pour l'égalité des salaires entre hommes et femmes est une priorité. On écoute Malika Tabi, secrétaire nationale en charge de la solidarité au Secours populaire, nous parler de cette étude. C'est un chiffre qui continue d'augmenter, c'est 4 points de plus par rapport à l'an dernier. La première demande formulée par les personnes qui viennent frapper aux portes du Secours populaire est un besoin alimentaire. Des personnes qui n'arrivent pas à se nourrir correctement et qui à partir du 15 du mois se retrouvent en difficulté. On a des personnes qui n'arrivent plus à payer leur loyer, à se chauffer. Et puis il y a aussi une autre inquiétude importante, c'est le renoncement aux soins. Partout, les femmes seules avec enfants sont en première ligne et elles doivent lutter au quotidien, ne serait-ce que pour tenir la tête hors de l'eau. Ce sont les plus à risque parce que d'abord ce sont celles qui s'occupent de leurs enfants, celles qui ont souvent des emplois sous-payés, précaires, des emplois à temps partiel non choisis. Et majoritairement, on parle des femmes, c'est 56% des victimes de la pauvreté sont des femmes, 56%. C'était donc Malika Tabi, secrétaire nationale en charge de la solidarité au Secours populaire, au micro de France Info. On continue avec les Femmes. Elles ont fait un coup d'éclat, c'était à la Fashion Week. Et oui, 2 Femmes ont fait irruption comme à leur habitude seins nus sur la scène du défilé Nina Ricci. On pouvait lire les mannequins ne vont pas au bordel, un nouvel événement pour le groupe de féministes qui depuis le début de l'année ne se porte pas très bien. Peut-être l'occasion de revenir sur le devant de la scène face aux journalistes du monde entier présents à la base pour la mode. Alors qu'Angela Merkel vient d'être élue chancelière pour la 3e fois, c'est l'occasion de faire un focus sur les femmes puissantes dans le monde, Romane. Et oui, et sur les plus de 190 pays dans le monde, seulement 17 sont dirigés par des femmes. Parmi celles-là, 10 ont des rôles de Premier ministre et 7 sont présidentes. Sur ces 7 femmes présidentes, la Lituanie, le Kosovo, le Malawi et le Libéria. Les 3 autres se trouvent en Amérique du Sud, d'abord avec Laura Chinchilla Miranda, qui est à la tête du Costa Rica. À noter que c'est une femme politique ultra conservatrice, anti-avortement et qui a interdit la vente de pilules contraceptives dans le pays dès le lendemain de son élection. Enfin, il y a aussi l'Argentine avec Cristina Kirchner qui en est à ce second mandat. Et enfin le Brésil qui est quand même la 6e puissance mondiale et qui est dirigée par Dilma Rousseff. Merci Romane, on continue à présent avec vous Julie, on parle des grossesses à risque, c'est tout de même 20% des femmes qui seraient concernées.
Sur 830 000 femmes enceintes en France chaque année, 160 000 présenteront une grossesse pathologique, un risque que les femmes négligent. Alors les médecins luttent pour renforcer la prévention. C'est ce que constate une enquête menée par Premup, la fondation des coopératives scientifiques sur la grossesse et la prématurité. Toujours selon cette étude, plus de 50% des femmes déclarent n'avoir rien fait pour préparer médicalement leur grossesse. Cette enquête nous montre qu'il y a encore beaucoup plus de pathologies totalement méconnues dans la société, poursuit la responsable de Premup. Donc la marche des bébés aura lieu le 13 octobre à Paris. Cette mobilisation permettra de récolter des fonds pour la recherche sur le retard de croissance utérine. On continue avec les femmes de chambre de Parc Hayat qui ont obtenu gain de cause. Souvenez-vous, 65 femmes de chambre de l'hôtel 5 étoiles Parc Hayat, Paris-Vendôme, dénonçaient leurs conditions de travail déplorables, je cite, et réclamaient un 13e mois, tout comme le paiement des heures supplémentaires. Elles ont finalement obtenu gain de cause à moitié mardi dernier. Elles auront une prime de fin d'année, a-t-on appris auprès de la CGT. C'est une vraie victoire. Les salariés ont obtenu une prime de fin d'année équivalente à un 13e mois, la suppression de la clause de mobilité et la transformation des temps partiels en temps plein pour ceux qui le veulent, a dit à l'AFP Claude Lévy de la CGT. Elles avaient lancé une grève illimitée il y a une dizaine de jours et même organisé un défilé de mode alternatif mardi dernier. C'est vrai qu'on souhaitait les mettre en relief parce qu'on n'en avait pas vraiment entendu parler. Prenons de la distance, allons plus loin vers l'Arabie Saoudite et là ce sont des femmes qui militent pour le droit de conduire. Les Saoudiennes viennent de lancer une campagne qui paraît dérisoire en France mais si symbolique au Moyen-Orient, le droit de conduire. Le 26 octobre, elles appellent donc toutes les femmes à braver cette interdiction dans ce pays très conservateur. L'islam et la loi en Arabie Saoudite octroient la liberté de mouvement à tous les citoyens, peu importe le sexe, peut-on lire sur le site web de la campagne. Le roi Abdallah a par ailleurs déclaré que l'interdiction de prendre le volant ne trouve de justification que dans la tradition et les coutumes de la société saoudienne. Le mouvement a déjà reçu le soutien de plus de 9700 personnes et le collectif avait déjà tenté cette expérience il y a 2 ans. Le leader du mouvement avait été emprisonné par la suite 15 jours pour avoir mis sur YouTube une vidéo la montrant au volant. Je rappelle que l'Arabie Saoudite est le seul pays au monde où les femmes n'ont pas le droit de conduire. Voilà pour ce journal des nouvelles des femmes, ces nouvelles qu'il ne fallait pas manquer. Merci à vous pour cette participation, Romane et Julie, et je vous dis à la semaine prochaine avec plaisir. On continue cette émission Féminoscope et nous voici donc à l'heure de ce grand entretien. Aujourd'hui avec vous, Nathalie Cougny, auteure du livre Secrètes femmes. Je rappelle que vous pouvez aussi nous voir sur Internet, sur notre site www.idfm.fr. N'hésitez pas et nous suivre sur Facebook pour nous apporter vos commentaires. Et vous pouvez même nous envoyer des petits messages en direct via la page de la radio. Voilà. Alors, venons-en au fait, à ce livre, Secrètes femmes, à cet instant de l'autre. Déjà, on se dit, ce petit sous-titre. Pourquoi à cet instant de l'autre ? Exactement, tout de suite. Mais à cet instant où on rencontre l'autre, il se passe déjà beaucoup de choses, inconscientes sûrement, et puis l'amour qui va arriver. Voilà, oui. Donc c'est un sous-titre que j'aime beaucoup. Alors, ce livre, quand on le prend en main, on le retourne et on se demande qui est Nathalie Cougny. Et alors, on peut y lire artiste multiples facettes et multitalents. Alors là, on a envie d'en savoir plus. Alors, dites-nous un petit peu. C'est pas moi qui ai écrit derrière la 4e de couverture. Bah écoutez, oui, je suis artiste peintre depuis 16 ans maintenant. À l'huile, voilà, donc je fais beaucoup d'expositions et puis j'écris depuis 4 ans, même si j'ai écrit déjà des poèmes il y a longtemps, j'ai fait de l'événementiel, voilà, de la communication, plusieurs choses. J'ai travaillé aussi en tant que salarié pendant 8 ans. J'ai fait 10 ans de bénévolat dans l'art, en créant des associations, en dirigeant une école d'art pour les enfants et puis en montant des projets artistiques toujours au profit d'une société philanthropique. Voilà. Et alors aujourd'hui, vous écrivez des livres, donc il y a celui-ci, mais il y en a eu d'autres avant. C'est plutôt de la poésie, ça a plutôt que. Oui, alors après mon divorce, en fait, je me suis mise à écrire beaucoup de poésie, libre et sensuelle, où on retrouve une complicité importante entre les hommes et les femmes, surtout ce qui touche le sentiment amoureux. Voilà, et on parle de sexe sans tabou aussi. Alors.
Bon, quand on vous écoute comme ça, on se dit Nathalie a l'air d'avoir une vie bien remplie, elle fait plein de choses. Hein. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser aux femmes et aux violences qu'elles peuvent subir dans le couple ? Alors déjà, je suis une femme, donc je suis forcément concernée par tout ce qui touche les femmes. Et puis, après mon divorce, qui a été une histoire douloureuse aussi à porter, j'ai décidé de les soutenir en écrivant ce livre. Mmh. Alors ce livre, c'est un recueil de témoignages. C'est des vrais gens qui vous ont parlé ? Oui, ce sont des femmes que je connais, que j'ai rencontrées, excepté Valérie, dans le livre, que j'ai rencontrées sur un réseau social. Et on a d'abord beaucoup échangé, et puis on est venu à parler de violence. J'ai senti chez elles de grandes souffrances quand j'ai commencé à écrire ce livre, et je leur ai proposé de témoigner. Voilà. Donc le livre est basé sur 4 témoignages complètement différents. Donc celui d'Aurore qui découvre un jour l'homosexualité de son mari qui lui a caché pendant 16 ans et une double vie. Donc elle va nous expliquer comment elle l'a découvert et puis l'engrenage ensuite, les conséquences dramatiques psychologiques de cette rupture, les conséquences sur l'amour, comment elle a été considérée pendant toutes ces années, qu'est-ce qu'elle a été, un paravent social, voilà. Et puis après elle revisite en fait toutes ces années. Elle perd sa féminité, une partie de sa sexualité, et elle va retrouver ça après avec d'autres hommes pour se reconstruire. Mais il y a des choses qui restent douloureuses, la confiance, se retrouver parmi toutes ces souffrances. Et puis après, il y a donc Nour, qui vit en Algérie, que j'ai rencontrée avec beaucoup d'émotion cette année à Paris, qui, elle, a subi le mariage forcé déjà, et puis un viol dès la nuit de noces, les violences conjugales, malgré que ce soit toujours une femme libre, elle a toujours été libre dans sa tête, elle a fait des études, elle s'est battue pour ça. Et puis elle est partie, elle a réussi à partir en abandonnant tout, elle a divorcé au bout de 13 ans, elle est partie avec son fils, en laissant tout derrière elle. Voilà. Et ensuite, on a Valérie qui a subi l'emprise d'un pervers narcissique. Et puis Agathe, qui était avec un homme violent, alcoolique, qui a été battu sous l'emprise aussi, violée. Voilà, alors des histoires effectivement pas très gaies, difficiles à vivre. Mais par contre, c'est un livre qui permet de montrer comment on s'en sort. Voilà, aussi. Donc c'est là ça, où c'est important. Voilà, c'est pour ça que je voulais baser ce livre sur des témoignages, parce qu'il n'y a rien de tel que la voix des femmes pour comprendre les choses et trouver une issue. Et c'est très nourri. À la fin, il y a beaucoup d'explications, de chiffres. C'est pas juste. J'étais obligée, malgré tout, de passer par on me dit souvent, il y a des chiffres, il y a des statistiques, mais malheureusement, on est obligé de s'y fier, ou heureusement, et on a ça aussi pour comprendre. Et ça nous, quand même, remet dans la réalité des choses aussi. Donc, j'étais obligée de replacer un peu la violence succinctement dans le monde. Par exemple, parler du féminicide qui est énorme, puisque d'après l'ONU, il manquerait 200 millions de femmes sur la planète. Et puis de reparler après des inégalités, de toute la violence en France, la disparité des salaires, le harcèlement sexuel au travail. Donc ça retrace un petit peu tous ces phénomènes de violence. Donc c'est en ça qu'il est, je pense, assez complet. Voilà, et qui montre que, il faut le préciser tout de suite, on le dit, toutes ces femmes vont bien aujourd'hui. Oui, elles vont très bien. Elles sont pas toutes sorties encore psychologiquement, on va dire, de leur histoire, mais elles avancent à grands pas et elles s'en sortent vraiment, oui. Et alors, on se rend compte d'une chose, même si on l'a déjà tous entendu dire, ces femmes-là, c'est Madame Tout le Monde, c'est n'importe qui. Oui, la violence, elle touche tous les milieux, il n'y a pas de milieu prédéfini. Sauf qu'on n'entend pas forcément des femmes de haut milieu, par exemple, en parler, parce que ça brise tout un tas d'éthiques dans le couple, et les femmes se taisent, mais ça touche tous les milieux. Alors, aujourd'hui, on va entendre quelques témoignages, notamment celui de Dominique, qui a été victime de violences conjugales, et elle raconte comment ça débute. On l'écoute. Des choses toutes bêtes, au départ... dans le genre arrête de te toucher les cheveux, c'est énervant. Mais c'était dit pas sur le ton sur lequel je le dis, moi. Ou bien c'était le fait que, en fumant, je recrachais ma fumée d'une manière qui ne lui convenait pas. Ou alors tout d'un coup
C'était, tu te rends pas compte, ça sent mauvais, il y a plein de fumée dans cette maison. Il allait ouvrir la fenêtre. Mais si elle était ouverte, si moi je l'ouvrais, il me disait, mais va fermer la fenêtre, ça caille. Voilà. Ce que je faisais n'était jamais bien, jamais assez bien. Ce sont des choses toutes bêtes. Les tomates farcies, je les faisais pas comme il fallait. Et tout le temps que je préparais les tomates farcies, il était à côté de moi en me disant, c'est de la merde tes tomates farcies, de toute façon t'es qu'une pute, tu ne sais pas faire autre chose, etc. Voilà. Et une fois qu'on était à table, c'est génial tes tomates farcies. Donc c'était le chaud-froid en permanence. En fait, il cherchait ces prétextes-là les jours où il était très nerveux et donc où il voulait taper. Je savais que c'était ça. Alors pendant un temps, je rentrais les épaules et je disais rien qui puisse énerver, surtout ne pas être battu. Et au bout d'un moment, ça suffisait et je le regardais droit dans les yeux. Et là, je savais que moi, je ne pouvais plus supporter plus, mais je savais aussi qu'en faisant ça, il allait me frapper. Mais il y avait pas moyen d'échapper à ça, quoi. Voilà, alors ce témoignage de Dominique que vous pouvez retrouver sur le site du gouvernement stop-violence-femmes.gouv.fr. Elle raconte ce quotidien-là. Je vous ai vu, vous n'étiez pas étonné, c'est assez classique en fait. Et c'est le parcours classique du dominateur pervers narcissique, c'est-à-dire qu'il endort sa proie. Donc au début, c'est une femme merveilleuse, les premiers temps se passent très bien, et puis très peu de temps après, il y a du dénigrement, on les rabaisser, et puis au fur et à mesure du temps, elle ne sait plus trop où elle en est, elle se sous-estime, elle n'a plus confiance en elle, elle est isolée, parce qu'en général, ces hommes les isolent complètement de leur famille, de leurs amis, et jusqu'au point où elles ne peuvent plus réagir, elles n'ont plus la force mentale de réagir. Donc c'est pour ça que c'est très difficile de s'en sortir. Oui. Alors donc il faudrait en fait, souvent c'est le cas, ce sont des amis ou des proches qui ne lâchent pas l'affaire et qui à un moment donné, on ne sait pas trop pourquoi, il y a un électrochoc, la femme s'en va. Mais je pense que c'est très important que les proches soient toujours là et toujours à montrer la réalité, c'est-à-dire que voilà, on ne doit pas être abaissé en permanence, on n'a pas à être frappé, enfin je veux dire c'est des choses qui sont anormales. On n'a pas soufflé le chaud et le froid toutes les 2 secondes. Et qui deviennent normales, elles le disent, certaines femmes qui ont été battues, elles le disent, finalement ça devient normal. Mais ce n'est pas normal, donc il faut réagir, il faut que l'entourage ne laisse pas tomber, ne lâche surtout pas ces femmes qui subissent ces maltraitances. Mais c'est un chemin qui est long, l'emprise est longue, c'est sournois, c'est insidieux, enfin voilà, c'est... C'est ce que disent aussi les responsables d'associations qui sont à l'écoute des femmes. Elles disent parfois il faut attendre le moment, elles sont pas prêtes encore à partir, elles ont pas cheminé. Non, parce qu'en fait il y a une emprise et en même temps il y a un lien entre la victime et l'agresseur qui est inexplicable, mais il y a un lien. Et souvent des femmes partent et elles reviennent, on comprend pas trop bien pourquoi, mais parce qu'il y a ce lien, il y a un rapport qui devient un rapport d'amour dans la violence, et c'est là que c'est sournois, quoi. Parce que du côté de l'agresseur, il n'y a pas d'amour. Lui, il est dans son histoire. Bien souvent, ce sont des hommes qui ont été agressés aussi, qui ont été violés ou qui ont subi des agressions, des violences en étant enfants. Ça représente une majorité quand même. Et eux, ils sont là pour anesthésier leur histoire. Donc en fait, la femme sert d'objet. Et quand il la frappe, par exemple, lui anesthésie lui-même ses propres souffrances. Donc c'est vraiment pervers en cela. C'est que la femme, elle aime vraiment, mais lui, il n'aime pas. Il n'y a pas d'amour. C'est vraiment un schéma construit pour la souffrance et c'est tout, quoi. J'aimerais qu'on écoute un deuxième témoignage, c'est celui de Christiane. Elle aussi, elle a été victime de violences conjugales. Dès le départ, j'ai compris que c'est quelqu'un qui voulait des amis choisis par lui. Je n'avais pas le droit d'avoir les amis que moi je veux, de continuer avec mes amis d'avant, mais d'avoir que des amis que lui, il aurait adoptés. Sur le plan financier, il ne fallait pas que je travaille. Lui, il avait suffisamment pour couvrir toutes mes dépenses et tout. Sur le plan intellectuel, je n'avais pas à avoir d'idées contraires à la sienne. C'est son idée qui était la meilleure. Donc ça, c'était très important chez lui. Quand j'avais une idée autre que la sienne, ça n'allait pas. Quand un homme commence à vous dire « je ne veux pas que tu sortes, je ne veux pas que tu ailles travailler, je ne veux pas que tu reçoives des coups de fil », alors là, il ne faut pas accepter ça. Et s'il vous met une baffe, n'attendez pas la seconde,
cassez-vous par tous les moyens. Partez de chez lui, mettez fin à cette union-là, parce que ça va aller crescendo. Voilà, alors Oui. ça, c'est le témoignage de Christiane. Il ne faut pas attendre. Non. Et puis, il faut savoir que la violence, comme elle dit, va toujours crescendo. Ça ne change pas. Donc, les femmes pensent qu'elles vont pouvoir changer cet homme. Et ce n'est pas vrai. Ça n'arrive jamais. La violence augmente toujours. Ça commence par une gifle et ça finit par un meurtre, parfois, souvent. Et on ne peut pas changer la personne. C'est ça qui est difficile. Non, on ne peut pas changer parce que bien souvent, c'est pathologique quand même. C'est une maladie. Enfin, je veux dire, on a envie de des l'aider, choses mais qui se soignent. C'est pour ça que ça a été instauré dans le projet de loi de la ministre. Les agresseurs vont avoir un suivi médical. Donc, c'est souvent pathologique, c'est une réaction à une vie antérieure. Donc, c'est difficile, justement. C'est en ça que c'est complexe, justement. Alors, on parlera dans quelques instants de cette envie d'aider l'autre, de ne pas abandonner, l'impression d'abandonner la personne qui est violente, alors qu'en fait, ce serait juste logique, mais c'est difficile à faire. On fait une pause musicale et puis on se retrouve tout de suite après dans Féminoscope. Un soir d'été, tu frappais à ma fenêtre. Si je voulais bien t'aimer de tout mon être, faire un bout de chemin. L'édition, oui, génial. C'est pas mal. Ouais. C'était un hasard, mais c'était vraiment. J'aime bien. Oui, c'est pour après ça. Donne envie. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, on parle aussi aujourd'hui des violences faites aux femmes, comme dans votre livre où il y a pas mal de témoins qui viennent raconter. Et c'est pas suffisant. Vous le faites dans votre livre. Après, vous expliquez certains phénomènes. On l'a dit. Vous revenez aussi sur des chiffres, sur la situation ailleurs. Et c'était important de donner pour nous la parole à des associations. Et là, on va écouter Anne-Marie Cardon, qui est porte-parole de l'association Ni Victime Ni Battue dans le pays de Bray, et elle parle de la difficulté de faire comprendre aux femmes qu'elles ne sont pas coupables et qu'il faut partir, et pourquoi elles ont tout intérêt à le faire. On l'écoute. Se rend compte qu'il est violent. Elle ne se rend pas compte tout de suite. Non, souvent ça passe toujours par des mots, mais des mots, je voudrais pas les dire. C'est tellement odieux. Donc, elles voient que leur homme commence à les traiter. Et puis, traiter, mais avec des mots qui les touchent, si vous voulez, au niveau de leur corps, au niveau de leur intégrité personnelle, de leur personnalité. Et là, elles se disent, elles se sentent, elles disent, mais c'est pas celui que j'ai connu. Pourquoi est-ce qu'il devient comme ça ? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il devienne comme ça ? Je suis devenue moche, je l'intéresse plus de relations. Alors là, au niveau de la sexualité, c'est quand même quelque chose de très, 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 très important. Maintenant, il utilise mon corps, même si j'ai pas envie. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Qu'est-ce qui l'a rendu comme ça ? Et les femmes ne comprennent pas. Alors il faut démonter complètement le fait de dire que la responsabilité, la culpabilité, parce que c'est ça qu'elles en crèvent, les femmes, elles disent il faut qu'on arrive à les faire prendre conscience que la culpabilité, elles n'ont pas à en avoir. Bien sûr, on essaie aussi qu'elles puissent arriver à comprendre pourquoi cet homme est devenu violent. Et c'est à ce moment-là qu'elles nous racontent souvent la vie que leur homme a vécu quand ils étaient petits garçons. Souvent, elle me dit, vous savez, j'ai un homme, et c'est pour ça qu'elle l'excuse, c'est pour ça qu'elle pense qu'elles vont le changer. Elle le savait, ma mère me l'avait dit, prends pas cet homme-là, tu verras, t'en prendras sur la figure. Mais elle, comme une toute-puissance qui les habite, moi je vais le changer, ce garçon-là, parce qu'il vaut le coup. Nathalie Cougny, ce que dit Anne-Marie Cardon, c'est un peu ce que vous nous disiez. Il faut arriver à défaire les schémas de pensée, c'est le plus compliqué. Oui, parce que, encore une fois, comme elle le dit très bien dans son interview, c'est sournois, c'est d'abord des mots gentils, et puis petit à petit, des mots qui rabaissent, jusqu'à ce que la femme ne sache plus du tout où elle en est, et qui elle est. Et quand on a
plus de réponses parce qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est ce qui se passe pour ces femmes. Elles n'arrivent pas à trouver les réponses. Donc, elles se disent que c'est de leur faute à elles. Oui, parce que il n'y a pas de fatalité dans la violence. Souvent, les femmes qui sont prises comme proie, il y a souvent un moment de faiblesse aussi, de vulnérabilité. Donc l'agresseur le sent, ça. Donc choisit sa proie en fait. Et au fil du temps, elle n'arrive pas à le changer, ce qu'elle espère, mais ce qui est complètement faux, parce qu'elle ne le changera pas. Donc en fait, elle pense que c'est de sa faute aussi maintenant si elle n'arrive pas à le changer. Enfin, c'est vraiment et tout ça sous couvert de l'amour parce qu'elle l'aime vraiment. Donc c'est pour ça qu'elle veut le changer. Mais en fait, ça va pas du tout se passer comme ça. Il ne changera pas jamais, quoi. Alors Anne-Marie Cardon qu'on vient d'entendre, c'est pas mal parce qu'elle écarte, elle élargit le débat. Je veux dire, là, on parle de la violence, mais ça peut être aussi la violence ressentie. Il y a le cas d'Aurore dans votre livre qui découvre donc que son mari a une deuxième vie, qu'il est homosexuel et que en fait. C'était sans doute des faux semblants. C'est simple, oui. C'est une fausse vie pendant 17 ans. Enfin, lui, pendant sûrement toute sa vie, puisqu'il a refoulé son homosexualité face à la société. Encore une fois, une société qui condamne toujours. Donc, on préfère cacher qui on est et embarquer toute une famille, puisqu'il y a des enfants, dans son histoire. Et quelque part... se lancer dans un amour qui est faux et puis être jamais soi-même. Donc pour l'autre, quand elle apprend ça, forcément, elle se demande à quoi elle a servi pendant 17 ans. Elle est là, la violence, en fait. C'est ça, en fait, parce qu'il y a la violence physique, c'est sûr, mais beaucoup de femmes qui ont subi les deux disent clairement que la violence psychologique est bien plus lourde et bien plus difficile à déterminer. Et pour s'en sortir, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus long. Parce que c'est ancré intérieurement. On a vécu avec ça pendant des années. Donc, pour s'en sortir, ça demande des années souvent aussi. Et c'est pas si simple, évidemment. C'est pas parce que le mari, la femme Aurore comprend que le mari est homosexuel que ça s'arrête comme ça. Parce que même lui n'est pas bien. N'est pas encore. Non, c'est sûr que lui a souffert aussi de ne pas pouvoir vivre sa sexualité normalement. Il a dû se cacher, voilà. Donc c'est sûr que pour lui c'est difficile aussi. Mais il y a un moment donné, c'est toujours pareil. Il faut peut-être assumer qui on est, même si la société n'est pas toujours pour à 100%. C'est aussi sa vie qu'on met en danger et la vie des autres. Donc il faut parfois passer outre et assumer qui on est. C'est important d'être soi-même. Et la société, même s'il y a des progrès comme ça a été le cas récemment pour le mariage pour tous, n'est pas ouverte à ça. Et je voudrais quand même parler des enfants aussi, parce qu'on parle beaucoup du mariage pour tous. Et dans les violences aussi, on oublie quand même souvent les enfants. J'ai juste noté un chiffre, c'est que 40% des enfants qui sont témoins des violences, souvent sont eux-mêmes maltraités. Et on oublie souvent les enfants. Et dans le cas d'Aurore, c'est un traumatisme pour les enfants qui perdent leur schéma de famille déjà, le schéma du père et le schéma de l'homme pour les garçons. Donc c'est très complexe. Oui, c'est vrai que là, du coup, comme l'image du père a changé sous leurs yeux. Ça s'effondre d'une minute à l'autre, on va dire pour tout le monde. En l'espace de 3 minutes, la vie s'écroule. Et pour les enfants aussi, donc il faut protéger les enfants absolument, quoi. Ça, c'est évident dans tous les cas. On ne doit pas laisser faire... quoi que ce soit qui implique les enfants. Les enfants n'ont pas été témoins des violences, n'ont pas été témoins des disputes des adultes. Il faut vraiment séparer les choses, c'est primordial. C'est jamais fait assez parce que bien souvent les enfants sont les otages aussi dans les divorces. Tout en parlant parce qu'on les éloigne. Et ça c'est terrible pour eux parce ils mettent en place une culpabilité aussi qu'ils peuvent porter à vie après aussi. Donc c'est très très grave. L'importance du suivi alors. Oui aussi, et puis surtout de pas être confronté aux scènes, de pas confronter les enfants aux scènes de violence, à la violence verbale. Enfin voilà, faire en sorte que les enfants n'assistent pas, quoi. Et bien souvent, les enfants sont pris en otage justement trop facilement dans les cas de violence aussi, parce que les hommes parfois prennent aussi à témoin les enfants, quoi. Oui. Donc c'est très très grave. Et aujourd'hui, avec les nouvelles lois, les enfants sont aussi une priorité. On permet à la mère plus facilement, on essaye en tout cas de trouver des solutions pour la mère et les enfants. Alors dans la nouvelle loi qui a été votée il n'y a pas tellement longtemps, oui, on prend en charge la mère et les enfants
pour un suivi matériel et médical. C'est vrai, on a parlé pas mal dans Féminoscope de ces sujets-là et aussi de tout ce qui doit être encore fait dans les unités de police, de gendarmerie pour le suivi. Il y a beaucoup de formations qui doivent être faites encore, c'est sûr. Parce que les femmes vont souvent le premier interlocuteur, c'est le médecin de famille, souvent. Donc les médecins ne sont pas assez formés, la police non plus. Combien j'ai de messages de femmes qui vont porter plainte et qui se font envoyer carrément balader. Oui. Ça existe. Chez des avocats aussi. Enfin, c'est alors qu'est-ce qu'on peut dire hallucinant. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces femmes qui se sont fait envoyer balader, à qui on a dit non, on ne prend pas votre plainte aujourd'hui, revenez demain, voire jamais. Qu'il ne faut pas lâcher, de toute façon, ça c'est clair. Mais le problème, c'est que dans ces moments-là, elles sont souvent perdues. Donc le moindre la moindre chose défaillante remet en question leur positionnement, mais il ne faut pas lâcher, il faut revenir, il faut insister, il faut rester jusqu'à ce qu'on dépose plainte, quoi. J'en profite pour donner le numéro de téléphone national gratuit 39 19. Oui, de 39 19, oui. Pour vous, puis pour toutes celles que vous connaissez. Toutes celles qui subissent des violences peuvent appeler, elles seront après dirigées vers des services compétents. Alors, il y a un autre cas très grave aussi, c'est le cas du viol. Alors là, il ne s'agit pas pour nous de parler du viol d'un inconnu. Là, on parle du viol au sein du couple. Oui, et surtout que les viols conjugaux augmentent il y en a de plus en plus et on n'en parle pas beaucoup. Mais il faut rappeler quand même un chiffre, c'est qu'il y a un viol toutes les 8 minutes en France. Donc ça donne quand même un peu l'ampleur. Ça fait un peu peur. Oui, ça fait peur, c'est sûr. On va écouter Marie-France Casalis, qui est porte-parole de l'association collective féministe contre le viol. Quand on entend parler, c'est ceux qu'on voit dans les feuilletons télévisés, c'est les viols tard, la nuit, avec un couteau, dans un parking. Parmi les viols que nous avons reçus à la permanence, et nous en avons entendu 36 080 à la date d'hier, ça représente 1% des situations de viol. 80% des situations de viol sont des viols perpétrés par quelqu'un que la victime connaît. Nos idées sur les lieux sûrs et les lieux dangereux, c'est des idées erronées. C'est pas ça la réalité du viol et de l'appropriation sexuelle des femmes. C'est dans ma maison, dans mon lit, au domicile. Pour aider une femme qui a été victime de viol et qui n'est pas en capacité de dévoiler la réalité, il faut repérer qu'elle va mal. Car vous pensez bien qu'après avoir subi un viol, on ne va pas bien. On n'est plus comme avant. Alors il y en a qui disent « je fonctionnais comme un zombie, je savais plus ce que je faisais, tout m'était égal ». Il y en a qui nous disent « mon ami m'a dit « mais t'as un visage éteint, mort, qu'est-ce qui se passe ?» Il y en a d'autres qui vont par exemple se laver sans arrêt. Il y en a qui ne pourront plus sortir de chez elles, si ça s'est passé dehors. Il y en a qui ne pourront plus prendre le trajet qu'elles utilisaient, parce que ça s'est passé sur ce trajet. Toutes sortes de signes qui manifestent que cette personne va mal. Oui, alors on en parlait avec vous, Nathalie Cougny, de ces viols au sein du couple. Alors la loi les punit, bien sûr, sauf que les femmes ne portent pas plainte. Très peu, oui, ça c'est sûr. Il y a moins de 1 sur 5 qui se déplacent à la police ou à la gendarmerie. Oui. Par peur des représailles, peur des coups. Il faut savoir que ces femmes sont souvent menacées de mort. Donc c'est un facteur qui fait qu'elles ne vont pas porter plainte. La honte, la peur d'être rejetée par sa famille, ses amis. Donc ça fait beaucoup de facteurs. Et puis après, les problèmes financiers aussi. Oui, se relancer pour aller où, pour partir dans quelles conditions. Oui, on retombe aussi sur cette information qu'on donnait en début de journal sur la pauvreté des femmes, qui touche plus facilement les femmes, la pauvreté, que les hommes. Ouais. Alors, parlons un petit peu des dispositifs qui sont mis en place pour ces femmes. Il y a, je pensais notamment au téléphone portable alerte. Oui, alors le téléphone grand danger qui a été expérimenté va être généralisé sur l'ensemble du pays. Donc ça, c'est important. Et puis, les changements concernant l'ordonnance de protection. Donc, l'agresseur va devoir quitter les lieux. Avant, c'était la victime qui s'en allait. Et puis, ils vont être punis plus sévèrement. Ça va être accéléré une fois que l'ordonnance sera demandée. Elle sera allongée aussi de 6 mois, donc avec éviction du conjoint. Donc, elle assure la protection des victimes et aussi des enfants. Qui peut être placé dans un lieu secret. Donc, c'est important. Ouais.
on retombe aussi sur ce qu'on disait sur les enfants, l'importance de les protéger. Oui, et on peut juste dire qu'en 2012, il y a eu 2000 demandes d'ordonnance de protection. Donc c'est quand même énorme. Alors vous, Nathalie Cougny, vous vous êtes investie aussi dans ces combats-là et vous organisez une grande journée en novembre, le 16. Oui, le 16 novembre à Paris, au restaurant Le King Palace, 12 rue Dauphine, dans le 6e. Donc j'organise une grande journée de débat avec la ministre du droit des femmes, les plus grandes associations de France comme Solidarité Femmes, FIP, Une femme, un toit, collectif contre le viol et Ni pute ni soumise. Et donc on va démarrer par 3 témoignages de femmes, dont une qui est dans mon livre, parce que je crois que à la suite de ce livre, j'ai évidemment eu beaucoup de messages, mais beaucoup de messages de femmes qui n'osaient pas parler et qui ont parlé. Donc j'estime que c'est vraiment pour moi une réussite, dont une qui va venir témoigner, qui n'avait jamais parlé de son histoire avant. Donc c'est quand même un point fort. Donc on commencera la journée par 3 témoignages. Il y aura une psychopraticienne qui viendra expliquer le phénomène de l'emprise et comment s'en sortir. Une très grande avocate qui viendra aussi. Donc les associations. Donc ça, ce sera public. Et puis le soir, il y aura une soirée privée où on pourra tous se retrouver avec d'autres personnalités qui viendront, des chanteurs, réalisateurs, des gens concernés par cette cause. Et on se retrouvera de manière chaleureuse pour se rencontrer. Donc je pense que ça va être une journée importante pour les femmes et pour les hommes aussi, parce qu'on n'en parle pas jusqu'à présent, mais c'est un combat qui concerne les femmes et les hommes. On doit se rejoindre sur ce chemin pour faire en sorte que ça cesse définitivement, ce qui est peut-être une utopie, mais il faut arriver à ce que les chiffres arrivent au point zéro un jour. Alors, il y a pas mal de gens qui vous suivent sur votre site internet, nathaliecougny.fr, avec Cougny avec un Y, je précise, sur Facebook. Et donc, la parole se libère, les gens viennent vous raconter des choses. Oui, bien sûr, les femmes et les hommes. Qu'est-ce que ça fait, ça, quand on s'aperçoit qu'on met en confiance des gens qui livrent? C'est important. Je veux dire, si j'ai fait ce livre, évidemment, on ne connaît pas l'impact après, mais on espère quand même que ça touche des gens et que ça va aider certaines personnes à s'en sortir, ce qui est le cas pour certaines qui parlent depuis librement. Il faut prendre conscience de ça. Il faut que chacun reste libre dans ses paroles, dans sa vie, ne pas subir toutes ces choses horribles. Ouais. Pourquoi c'est important pour vous de mettre en avant et de monter toute l'organisation de cette journée de novembre? Parce que c'est une sacrée organisation quand même. Oui, ça fait depuis le mois de juillet que j'y travaille avec une amie, Noura Bellili, qui m'aide beaucoup. En fait, au départ, je devais faire une dédicace et puis finalement, on a ouvert un peu le champ d'action pour porter la voix des femmes, encore une fois, et à quelques jours de la journée mondiale contre les violences faites aux femmes, le 25. Donc j'espère qu'il y aura un après aussi, que ce sera peut-être filmé ou qu'il y aura un reportage. Je crois que ça va être une journée passionnante qui est très attendue parce qu'elle réunit vraiment beaucoup de monde, des principaux acteurs de cette cause et dans une ambiance libre où chacun va pouvoir parler, poser des questions et voilà. On fait une deuxième pause musicale, on écoute Stromae avec Formidable. On se retrouve après. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Voilà, vous êtes à l'écoute de Féminoscope, l'émission consacrée aux femmes, et aujourd'hui avec Nathalie Cougny, auteure de Secrets de femmes, publié aux éditions Au Pays Rêvé. Alors, pour ces 10 dernières minutes, je propose aussi qu'on parle de vos projets, et je sais que vous allez devenir marraine prochainement. Oui, toujours marraine d'une association, bien sûr. Oui, de femmes, de défense des femmes. Donc le 16 novembre, je vais devenir marraine de FIT, Une femme, un toit, qui est une association qui s'occupe de reloger des jeunes femmes essentiellement entre 18 et 25 ans qui ont subi des violences sexuelles, physiques, enfermement, séquestration et qui fuient
et qui n'ont plus de travail ou qui en recherchent un, qui n'ont plus de logement, donc elles sont relogées. Donc il faut savoir par exemple qu'elles relogent environ l'association 60 femmes pour 400 demandes. Ouais, en même temps, c'est énorme, 60 personnes d'arriver à reloger 60, mais c'est peu par rapport à la demande et aux besoins. Oui, c'est sûr. On manque un peu de tout sur Paris. Parce quelle est la région d'action de FIT ? Paris, ils sont à Paris, 33e. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça fait quand on vous dit, tiens, Nathalie, bonjour, est-ce que vous voudriez être marraine de notre association ? En fait, c'est très bien. Ça s'est un peu passé dans l'autre sens. C'est moi qui l'aurais proposé parce que je trouvais que c'était bien qu'il y ait une continuité avec une association et en même temps être marraine. Bon, je reste quand même libre pour mes activités parce que c'est quand même ma principale priorité aussi pour moi de continuer à écrire. Donc là, ça va me permettre d'organiser des événements ponctuels et de reverser. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Du coup, quel est votre rôle ? Oui, je vais organiser. Donc celui-là, c'est le premier. Et j'organiserai des événements ponctuels pour des projets précis. Le premier projet qu'on met en route pour le 16 novembre, c'est la réalisation de 6 spots sur le sexisme qui vont être préparés, on l'espère, pour le 8 mars 2014. Des petits spots vidéo, comme des petits clips, en fait. Oui, des clips qui seront diffusés sur le site du ministère du droit des femmes et du Haut Conseil à l'égalité hommes-femmes. Et puis, pour prévenir le public... Alors du coup, c'est le sexisme. C'est un gros boulot derrière. Il faut trouver des personnes pour vous soutenir. Alors, il faut trouver des personnes et des entreprises qui veulent bien s'associer à ce projet. Et les personnes sont citées au générique du film, par exemple. Voilà. Donc, je vais m'employer à ça. J'ai déjà des contacts. Donc, les gens sont très motivés. C'est bien. Ouais. Et comment on fait ? Comment vous avez réussi à intéresser le gouvernement, par exemple, à la démarche ? Ça a bien pris tout de suite ? Pour la journée du 16 ? Non, pour les spots, les petits clips. Ça, c'est FIT qui s'en occupe. Moi, je m'occupais uniquement d'essayer de trouver des fonds. Voilà. C'est là qu'on concorde, les grands esprits et les bonnes compétences se rencontrent. Les grands cœurs vont se rencontrer. J'en profite pour donner l'adresse internet de FIT. C'est www.associationfit.org. C'est l'association Une femme, un toit. Voilà. Et pour le 16 novembre, alors, cette grande journée, comment est-ce qu'on fait pour mobiliser et puis intéresser ? Eh bien, il faut que la presse s'en mêle. Ouais, ça joue. Non, il y a déjà beaucoup de monde qui va venir, je pense. La journée est entrée libre au public de 13h à 20h et la soirée, on a demandé une participation de 30 € qui sera reversée à FIT puisque j'ai trouvé les partenaires financiers pour financer la soirée, ce qui est un grand bonheur. Voilà. Ce qui est déjà une belle étape. Oui, c'est vraiment super. Alors, sur Facebook et sur votre site internet, ce sont des événements dont vous parlez, on peut vous suivre là-dessus, c'est important aussi, c'est des fenêtres qui permettent de se faire connaître. Oui, bien sûr, et puis le bouche à oreille, après les gens en parlent, moi j'ai de la chance, c'est un grand bonheur d'être très soutenu sur Facebook notamment. Voilà. Et je les en remercie d'ailleurs, parce que je sais qu'il y en a qui m'écoutent. Et voilà, c'est un partage, un échange, je suis très présente, mais j'aime ça, c'est normal, pour moi c'est logique. Alors parlez-nous un peu de vous, Nathalie. Vous nous avez dit en début de l'émission que vous étiez un peu peintre, mais vous êtes plus qu'un peu peintre maintenant. Alors un petit peu plus, oui, sauf que là depuis un petit moment j'ai un peu mis de côté la peinture à cause de l'écriture, parce qu'on peut pas tout faire, mais je vais reprendre après. J'ai quand même des expos, j'en ai une le 12 et 13 octobre au Vésinet au lac des Ibis, si vous voulez nous rejoindre. Mais dites un mot quand même sur votre peinture, qu'on sache C'est alors difficile de décrire, mais quand après même. 13 ans de figuratif, depuis mon divorce aussi, grande révélation, grande liberté finalement. Je fais de l'abstrait à l'huile, voilà. Ouais, on peut voir sur votre site quelques oui, exemples. sur mon site, il y a des tableaux, mes expos, c'est à jour, donc on peut voir ce que je fais. Ouais. Et ses cotés. Alors, j'ai une cotation à Drouot, cotation des artistes, depuis 4 ans. Voilà. Et comment est-ce qu'on devient coté à Drouot ? C'est dingue ça ? Non, non, c'est pas... une consécration ou c'est juste pour les gens de l'extérieur ça permet d'avoir de situer où on en est par rapport au marché de l'art au niveau du prix, voilà, c'est tout, et au niveau des assurances. Et d'assurer voilà. ces toiles. Voilà. Et l'autre versant de votre vie, c'est l'écriture. Oui. Donc j'ai un 5e recueil de poésie qui doit sortir d'ici la fin de l'année, j'espère.
Et puis une série d'histoires pour enfants, les petites histoires de Charlotte, qui sont que j'attends avec impatience aussi. J'attends la réponse de mon éditeur, mon contrat en fait, qui sont. Oui, c'est un appel. Je sais que j'ai débordé le pauvre. Et donc c'est une série d'histoires d'une jeune ado de 10 ans sur des sujets de la vie courante, sérieux ou moins sérieux, mais comme mes parents divorcent, on va avoir un chat, on va parrainer un enfant, voilà des sujets comme ça. Il y en a un sur le sexisme aussi, et d'une manière assez drôle aussi. C'est parler d'une petite fille de 10 ans, donc voilà, mais toujours dans un esprit positif, et à la fin avec une citation d'auteur pour ouvrir sur la littérature. Donc il y en a 12 d'écrites déjà, avec Vanessa Hénin qui est l'illustratrice. C'est pas vous qui illustrez? Non, moi je fais que d'écrire, mais elle est beaucoup plus douée que moi pour ça. Ouais. Le personnage est superbe. Attachant. Alors ça va ressembler à quoi? Des petits, des grands livres très Non, illustrés? ça va être format demi A4, je pense, et puis des textes et des très belles illustrations, oui, très belles. Donc Pourquoi on espère après même élargir à des produits dérivés. Ah, carrément. J'espère, oui, on est un peu ambitieux sur ce projet. Ah ouais, sacré projet là, c'est pas la petite Oui, histoire. non. Bah, ça s'y prête bien, je trouve, donc on va essayer. Bien, et du coup, 12 déjà tout près chez vous. Oui, il y en a 8 de prêtes à partir. Avec un côté philosophique un petit peu. Oui, il y a une réflexion sur la vie, voilà, même si c'est vu des yeux d'une jeune fille, c'est une réflexion des émotions, des sourires, des larmes, la vie quoi en fait. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de vous adresser aux enfants après la poésie? Déjà j'en ai 4, donc je suis assez concernée, et en plus dans les livres que je vois, ça n'existe pas encore, je crois, sous cette forme-là. Et je l'ai fait tester à plusieurs mamans, enfants, et c'est que positif. Donc j'espère que ça va marcher. Ouais. Votre fille, elle a l'âge de cette petite Charlotte? Non, mais c'est elle. Mais c'est elle, Charlotte. Mais elle a pris 10 ans de plus, là. Bah oui, elle est grande, votre Charlotte, à vous. Alors, ça, c'est les grands projets. Oui, et puis un roman que j'ai commencé, j'en suis au tout début. Ah oui, là, c'est le grand projet. Un grand projet, oui, j'espère. C'est un roman érotique. Ah, dans la mouvance de ce qu'on entend aujourd'hui qui marche à fond? Je ne sais pas, ce sera le mien en tout cas. Ce sera le meilleur puisque c'est le vôtre. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'espère qu'il sortira du lot, oui. Oui, on le Ce sera une continuité au poème. Quand vous voyez votre vie d'aujourd'hui, puis que vous vous retournez sur ce qu'elle a pu être, vous êtes fier de ce parcours qui vous a fait comme vous êtes aujourd'hui? Alors, vous savez, je ne me pose pas la question de savoir si j'en suis fière. J'avance librement. Les portes sont grandes ouvertes partout. Et j'essaie de ne pas trop me poser de questions. Parfois, c'est difficile parce que j'ai repris tout à zéro depuis 4 ans. Donc, c'est forcément douloureux parfois. Mais en même temps, il y a de très belles choses. Je rencontre des gens formidables. Et j'y vais librement, voilà. Donc ça me permet d'avancer sans trop me poser de questions et de vivre des belles choses, oui. Quel conseil vous donneriez à des femmes qui vont peut-être repartir à zéro demain ou dans un mois, qui savent et puis qui attendent? De pas se mettre de barrières, voilà, d'y aller le cœur ouvert, d'ouvrir les yeux grands, voilà, voir loin, toujours plus loin. C'est jamais terminé. Non, et puis il y a toujours des surprises. La vie, c'est une grande aventure. Faut en profiter. Oui. On arrive au terme de cette émission. Alors, je voulais rappeler plusieurs choses. Déjà, le site internet du gouvernement stop-violence-femmes.gouv.fr sur lequel vous pourrez retrouver des témoignages, dont ceux que vous avez entendus aujourd'hui. Il y a aussi le numéro de téléphone, c'est le 39 19, à ne pas oublier. On parle de votre site internet aussi, nathaliecougny.fr, où il y a tous les renseignements sur ce que vous faites, il y a des témoignages, mais il y a aussi tous les renseignements pour le 16 novembre. Pour le 16 novembre, oui. Journée importante. La journée à ne pas manquer. Non. Et comme vous êtes très très bientôt la marraine de l'association FIT, je redonne l'adresse www.associationfit.org. Une femme, un toit. Voilà, merci. Ah, je rappelle quand même le livre Secret de femme au pays rêvé. Voilà pour l'édition, et on espère que vous aussi vous allez bien, chers auditeurs, et que vous avez une belle vie pleine de rêves. Il en faut du rêve, c'est important. Il faut aller au bout de ses rêves. Merci à vous, Nathalie. Merci Julie, merci d'avoir beaucoup. passé cette heure en ma compagnie. Prochain Féminoscope lundi 15h, un rendez-vous à ne pas manquer bien sûr. Merci à Paul pour la